Chouard, 58 ans, enseignant en droit à économie, a acquis une certaine notoriété en 2005 lorsqu'il argumenta pour le non à l'occasion de la campagne du référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Le journal Le Monde dressa alors son portrait, le présentant comme un Don Quichotte du non, et son site web devint l'un des plus fréquentés de France avec plus de 30 000 connexions par jour. Depuis lors, Étienne Chouard déclare chercher la cause principale des injustices sociales et étudie différents régimes démocratiques et constitutions. Il défend notamment le système du tirage au sort et soutient qu'une nouvelle assemblée constituante devrait être réunie et fondée sur cette méthode. Il défend également le référendum d'initiative populaire et le vote direct des lois par les citoyens. Il dénonce aussi le sabordage monétaire que constitue selon lui le monopole de la création de la monnaie par les banques privées. Étienne Chouard, bonjour. Bonjour. Vous mettez en cause de façon assez radicale le fonctionnement démocratique de la société actuelle. À votre connaissance, existe-t-il d'autres pensées politiques, même éventuellement de tendances très opposées à la vôtre, qui remettent en cause l'organisation sociale actuelle de façon aussi radicale? Ah oui, il y a plein de pensées radicales qui contestent l'organisation politique actuelle. Commencer par le communisme, mais il y a plusieurs formes de communisme, les communismes autoritaires, le communisme, donc le marxisme, le communisme libertaire, les anarchistes, les fascistes aussi, si j'ai bien compris, le national-socialisme conteste le système de façon radicale et violente. Et je ne les connais pas tous, hein. Je ne connais pas toutes les pensées radicales, il y en a d'autres, mais la critique et la proposition démocratique est très proche de ce que je lis chez les anarchistes. En tout cas, la plupart des anarchistes, parce que là aussi, les anarchistes, c'est une nébuleuse, c'est un archipel, comme dirait Michel Onfray. Et il y a vraiment des gens très différents parmi les anarchistes. Il y a des gens que j'ai du mal à lire, comme Stirner, qui sont vraiment très 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 égoïstes. Individualistes de façon extrême. Mais en même temps, j'ai l'impression que des gens comme Stirner, avec qui je me sens presque rien en commun, c'est presque... Il y a une résistance, c'est comme un balancier qui va trop loin dans l'autre sens, une résistance à la domination, qui a son utilité. C'est extrême, c'est trop radical, Stirner, enfin ça va trop loin dans l'autre sens, et en même temps c'est sûrement utile pour ramener le ressort des temps actuels, la tendance des temps actuels vers un équilibre. Et donc, mais c'est pas tellement, d'ailleurs je vous disais ma critique, ma proposition démocratique, c'est pas exactement ça que je défends. L'idée démocratique me paraît extraordinairement séduisante, à travailler parce qu'il y a vraiment plusieurs acceptions très différentes du même mot, indépendamment de l'escroquerie parlementaire actuelle qui appelle démocratie son strict contraire, mais même parmi les gens de bonne foi qui cherchent une réelle démocratie, même parmi ces gens-là, je trouve qu'il y a plus que des nuances, il y a des vraies différences. Alors, sur le plan économique, et puisque vous parlez sur Terre aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis l'implosion des régimes communistes au début des années 90, le capitalisme est considéré comme le seul système économique ayant cours dans les différents pays de la planète. Le terme capitalisme, par contre, a souvent mauvaise presse et est souvent employé avec des significations diverses. Pour vous, qu'est-ce que le capitalisme et comment le définiriez-vous de façon précise? Alors, moi je dis plus capitalisme, je dis crapulisme.
Parce que C'est une définition. Je trouve que le mot, c'est pas une définition, mais c'est un, comment dire, c'est un mot qui porte plus en lui la critique radicale qu'il mérite. Parce que quand on dit capitalisme, on dirait, enfin ça pourrait être défendable. Or, je trouve que le système qu'on appelle capitaliste n'est pas défendable. C'est-à-dire que quand je mets en balance le confort qu'il apporte aux puissants et l'esclavage qu'il impose au plus grand nombre, partout sur Terre, dans tous les pays qu'on va voler, piller pour rendre possible notre développement, à nous, la petite poignée des privilégiés qui avons pris le contrôle de la monnaie et des armes les premiers, je dis, il me semble que c'est indéfendable. Voilà, ça, c'est un jugement. C'est un jugement. On y reviendra sûrement. Alors, mais, alors, pour vous, qu'est-ce que c'est comme définition? Quelle est l'âme du capitalisme? Quel est son moteur? En fait, quel est son facteur générateur principal? Ou les facteurs générateurs principaux? Je pense que ce qui a rendu possible le capitalisme et ce qui permet de comprendre ce qu'il est en profondeur, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est d'une part le type de monnaie que nous utilisons. Là, je remonte vraiment aux racines profondes du capitalisme. Je pense que le type de monnaie que nous utilisons conduit au capitalisme. C'est-à-dire qu'une monnaie privée, depuis la création de la Banque d'Angleterre, 1794, il y a une bande d'humains qui ont compris comment on créait la monnaie, qu'on pouvait la créer ex nihilo, et qu'il était très important d'avoir l'appui de l'État, donc du monopole de la force publique, pour être les seuls à pouvoir créer la monnaie pour notre compte privé. On les appelle aujourd'hui les banquiers, il faudrait trouver un mot qui montre plus que ce sont des crapules et des ennemis de l'humanité. En tout cas, il y a une petite bande d'humains qui sont devenus depuis des banquiers, qui étaient des banquiers, donc ils tenaient une banque et ils faisaient commerce de l'argent, mais qui se sont arrogés ou qui ont obtenu par corruption, par pression sur les princes qui avaient besoin de monnaie pour faire la guerre. Guillaume d'Orange avait besoin d'argent, c'était le roi d'Angleterre, avait besoin d'argent pour faire la guerre. Lui, il n'avait pas compris comment on créait la monnaie. Les banquiers avaient de l'argent. Les banquiers ont donné de l'argent aux princes en disant « Ok, on vous donne tout notre or, vous allez pouvoir faire votre guerre. Mais en échange, nous allons nous constituer en une association qu'on va appeler, et il est important que ça s'appelle Banque d'Angleterre. » C'est le début du capitalisme, là. C'est pour ça que je vous en parle. Hein. Je ne suis pas en dehors du sujet. Hein. Non, dans la définition du capitalisme. On vous donne tout notre or, qu'on accumule en faisant du commerce depuis des siècles. On vous donne tout notre or, mais en échange, on s'appelle Banque d'Angleterre. Ça, c'est important pour l'escroquerie. De donner l'apparence que c'est public. Sinon, ce serait inacceptable. Et les humains ne laisseraient pas faire. Ils laissent faire parce que ça s'appelle Banque d'Angleterre. Ensuite, ça s'appellera Banque de France, Banque d'Allemagne, etc. Et à chaque fois, c'est une escroquerie, à chaque fois, c'est privé. Et même quand ça devient public après, vous allez voir, c'est encore sous contrôle privé. Mais enfin bon, on doit s'appeler Banque d'Angleterre. En échange de l'or qu'on vous donne, vous nous donnez des titres pour une valeur équivalente. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient rien donné, puisqu'ils avaient la valeur équivalente, parce qu'ensuite, ils allaient pouvoir faire commerce des titres en question. Et puis la possibilité d'en créer. La possibilité d'en créer davantage. Et c'est le début de la banque, et c'est le début du capitalisme. De l'accumulation de la monnaie, avec le droit pour des acteurs privilégiés d'en créer, alors pas au départ autant qu'ils veulent, mais aujourd'hui on en est arrivé à un stade où ils en créent autant qu'ils veulent. Mais, à mon avis, ça c'est une monnaie donc privée, rare, parce que ces gens-là savent bien qu'ils ne gardent leur pouvoir que si la monnaie qu'ils se sont donnée, qu'ils se sont arrogé le droit de créer est rare, parce que c'est la rareté de la monnaie qui rend possible leur chantage par rapport à toute la société. Les banquiers ne peuvent faire chanter la société que parce que la monnaie est rare et parce qu'ils en sont les producteurs.
C'est absolument majeur pour comprendre la tenaille dans laquelle on est, ça. Je veux dire, nous sommes la proie des banquiers parce que nous les laissons créer la monnaie, et cette monnaie, ils la créent en trop petite quantité pour nous. Pour eux, ils s'en créent des quantitative easing, ils appellent ça. Mais c'est pour eux. Quand on crée des milliers de milliards là en ce moment, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Et cette organisation sociale dans laquelle une poignée d'individus prend la création monétaire et se débrouille pour que la monnaie soit rare, si vous combinez ça au fait que la monnaie garde sa valeur, ne se détériore pas, et c'est pour ça qu'ils tiennent absolument à ce qu'il n'y ait pas d'inflation, elle incite à accumuler, elle incite à capitaliser, elle incite à faire d'État, parce que nous autres humains, on est comme des animaux d'ailleurs, hein. On se projette sur l'avenir, on sait qu'on va manquer, par peur de manquer, on fait d'État, des provisions, et on fait aussi des provisions d'argent. Et quand on fait des provisions d'argent, quand on fait d'État d'or, on en prive, si l'or est rare, si la monnaie est rare, on en prive les autres. Et donc, une monnaie privée, rare, coûteuse, qui ne perd pas sa valeur, je pense que ce type de monnaie nous conduit, mais là c'est presque, c'est anthropologiquement, c'est presque comme une loi de physique qui nous dépasse complètement. Une monnaie de cette nature nous conduit à accumuler et donne un pouvoir antisocial à ceux qui ont accumulé, à ceux qui ont trop d'or. Et donc les implications sont politiques, mais parce que c'est une monnaie qui rend possible un chantage de ceux qui ont de la monnaie par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et donc il y a dans le type de monnaie que nous utilisons, il y a une des racines principales, une énorme racine, une cause principale du capitalisme. Mais ce n'est pas tout. En deuxième racine, mais secondaire, parce qu'en fait elle a été rendue possible par la première. Mais il y a une grosse racine du capitalisme, une condition de faisabilité qui permet d'expliquer et ensuite donc de lutter et de le remplacer, hein, mais qui permet de comprendre le capitalisme, qui est le processus politique qui s'est passé à la fin du XVIIe en Angleterre, à la fin du XVIIIe en Allemagne, en France, en Allemagne et aux États-Unis, qui sont les révolutions qui font tomber les princes qui étaient des monarchies absolues et qui donc étaient supérieurs sur le plan politique aux banquiers. Et les banquiers ont fomenté, financé et pris le contrôle de révolutions qui ont chassé leurs seuls adversaires, qui étaient les princes, les clergés, la noblesse. Révolution bourgeoise. Révolution bourgeoise. Les révolutions bourgeoises, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc très important, c'est que ce sont les révolutionnaires, c'est-à-dire les possédants de fortunes mobilières, qui ont chassé les possédants de fortunes immobilières qui étaient les nobles. Donc les marchands et les banquiers ont pris le contrôle, lié à Henri Guillemin, quoi, hein, ont pris le contrôle du pouvoir politique en écrivant les constitutions. Et en écrivant les constitutions, ils se sont rendus maîtres du pouvoir politique, en mettant en place un faux suffrage universel avec une fausse démocratie ou une fausse république dans laquelle, soi-disant, le peuple a le pouvoir, mais en fait c'est eux les riches qui choisissent les candidats et qui donc choisissent les acteurs politiques. Ils se sont rendus maîtres du système de production de règles de droit, et c'est ça le capitalisme. C'est les riches qui prennent le contrôle de la production du droit et qui s'écrivent les règles, qui se font écrire par leurs marionnettes les règles de droit qui permettent l'accumulation du capital, qui permettent la toute-puissance, le droit inviolable et sacré qu'est le droit de propriété dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est pas un hasard. Ils le vivaient comme le centre, les constituants de 1789, le centre de la Déclaration des droits de l'homme, brillant et incandescent, c'était la propriété est un droit inviolable et sacré. La propriété. Et donc, quand les riches du moment mettent la propriété, c'est-à-dire la pérennité de leur domination monétaire, au centre des valeurs de la société, là on a un système pérenne, j'espère qu'il n'est pas trop, qui est le capitalisme, dans lequel les riches se donnent le moyen de produire le droit qui va leur permettre d'être encore plus riches et de condamner les autres aux travaux forcés.
Donc le capitalisme, c'est ça, c'est les riches qui ont pris le pouvoir en écrivant eux-mêmes la Constitution, ce qui les a rendus capables de produire eux-mêmes le droit. Le capitalisme, c'est un corps de règles, c'est du droit. C'est du droit qui rend possible la domination des propriétaires sur les non-propriétaires. Le capitalisme produit aussi accessoirement la société de consommation. Cette société de consommation est souvent critiquée au motif qu'elle pousserait les individus à acheter des biens superflus, notamment par l'action intensive de la publicité. Certains vont même jusqu'à parler d'une colonisation de l'imaginaire, qui obligerait ainsi virtuellement les individus à consommer les produits de la société industrielle, produits qu'ils ne désireraient pas vraiment au fond d'eux-mêmes, s'ils n'étaient pas ainsi conditionnés. Que pensez-vous de cette vision des choses ? Je suis assez d'accord avec la formulation. Ce qu'il y a, c'est que c'est second. C'est-à-dire que c'est... le capitalisme, dans ses premières décennies, même on peut dire ces 2 premiers siècles, a fait l'objet de résistance terrible. Les humains l'ont vu venir, le capitalisme. Les humains l'ont vu venir et l'ont détesté, et l'ont combattu. Le premier, c'est Rousseau. Enfin, le premier que je connaisse, c'est Rousseau. Il y a une conférence de Yves Vargas sur la clairvoyance de Rousseau, dans sa controverse avec Mandeville, qui venait d'écrire La fable des abeilles, qui donc avait écrit le plan de route du capitalisme. Et Rousseau le voit venir, se lève contre, et ça s'est appelé la querelle ou la controverse du luxe. Et Rousseau a vu venir le capitalisme, s'est levé contre, et le capitalisme avec les philosophes qui le défendaient, les Lumières qui défendaient le capitalisme, qui défendaient les physiocrates, et qui se prétendaient la lumière, la raison, et qui en fait étaient cupides et intéressés. Il faut voir le cas Voltaire est complètement emblématique. Et donc Rousseau s'est levé contre le capitalisme et les philosophes qui le défendaient, et pour ça il a été persécuté, littéralement persécuté. Donc l'histoire de Rousseau, Rousseau devrait être l'icône, et c'est tout à fait lié à votre question, parce que la querelle du luxe, Rousseau était déjà contre la société de consommation, il était déjà contre la vanité, la vacuité, l'inanité des besoins matériels et du luxe, donc de la société de consommation. Et l'icône, si nous devions choisir un personnage emblématique pour représenter les 99%, la multitude, le plus grand nombre, les gens normaux, les gens, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas il y a des penseurs politiques qui n'aiment pas cette espèce de globalisation qui fait comme s'il n'y avait pas de différence. Mais nous avons une cause commune, les 99%, nous avons une cause commune, c'est d'être condamnés aux travaux forcés par les 1% les plus riches. Donc ça fait quand même une cause commune malgré toutes les différences. Et l'emblème, l'icône des 99%, ça devrait être Rousseau et pas Voltaire. Parce que c'est Rousseau qui nous défendait. Rousseau était le philosophe des pauvres, enfin des pauvres, des 99%. Et donc, sur la société de consommation, le capitalisme générant des tas d'oppositions, à commencer par Rousseau, mais il y en a eu plein d'autres, évidemment, les communistes, les anarchistes, des résistances au progrès, il y en a eu plein, et qui se sont souvent terminées dans un bain de sang, parce que les privilégiés, alors ça c'est vraiment une permanence historique, les privilégiés sont prêts à massacrer, littéralement, avec du sang et des morts par dizaines de milliers, ou centaines de milliers, ou par millions, massacrer ceux qui se mettent en travers de leurs privilèges. Les grands privilégiés deviennent fous. Donc ils sont prêts à tuer pour ça. Et donc les penseurs, les résistants au système capitaliste ont été massacrés. Et donc le capitalisme a constamment eu à résister à se débarrasser de ces résistances. Et le meilleur moyen qu'il ait trouvé, je crois, c'est cette société de consommation.
Et alors la télévision, c'est le pompon. Alors la télévision, ça c'est l'outil de domination majeur, parce que quand il est pris en contrôle par les plus riches. Ça, c'est une folie. Si nous écrivions nous-mêmes la Constitution, on tirerait au sort ceux qui contrôlent la télé, et les riches perdraient l'outil majeur de leur domination. Hein. Enfin bon, c'est un autre sujet, mais la société de consommation, avec le matérialisme, la diminution de la spiritualité, donc l'avilissement littéralement, la colonisation par les marchands de notre imaginaire, ce sont des armes pour les puissants pour neutraliser, désactiver les résistances. Effectivement, mais c'est second, je crois. Oui. Enfin, c'est un aspect essentiel de la pérennité du capitalisme. Ça va nous rendre la résistance difficile. Tous les mécanismes de consommation et de décérébrage télévisuel qui ont été mis en place par les puissants pour que les gens soient bien, du pain et des jeux, qu'ils soient contents, pour qu'ils ne résistent pas. Tous ces mécanismes-là sont importants à connaître pour résister, mais ils sont seconds. Je pense qu'en s'en prenant aux causes, on n'aurait même pas besoin de lutter contre ça, parce que, je pense que, moi, ma thèse, c'est qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. Hein. Tant qu'on n'écrira pas nous-mêmes la Constitution, on ne sortira pas des griffes des banquiers. Alors, en corollaire à la critique de la société de consommation, il y a la critique formulée contre le productivisme, sous-tendance la recherche permanente du profit maximum. Comment vous situez-vous par rapport à cette critique de la notion de profit? Ah ben, le profit, je le conchis, hein. Oui, bien sûr. Mais le productivisme, il est une variante, je trouve, du dilemme du prisonnier. À partir du moment où vous mettez en place une société de concurrence, de guerre économique permanente, vous conduisez les uns et les autres à une escalade sans fin des gaspillages, de la production, des gaspillages et des gains, qui est littéralement sans fin, comme Veblen décrivait la rivalité ostentatoire des plus riches. Mais en fait, c'est pas seulement des plus riches, c'est toute la pyramide sociale qui ne fabrique ses besoins que par comparaison à nos proches et ceux qui sont juste au-dessus de ceux qui nous sont proches. Et de proche en proche, par rivalité ostentatoire, nous sommes conduits, dit Veblen, à une course sans fin vers une société de gaspillage éhonté. Mais c'est parce que, il me semble que, quand je cherche les causes premières, il me semble qu'une société dans laquelle la compétition, la guerre, la lutte est instituée comme la règle centrale de la société, de la vie économique, on est conduit à ça. Dans une constitution d'origine populaire, on ferait sans doute attention à ce que toutes les organisations à base de collaboration seraient favorisées et toutes les organisations à base de compétition seraient plutôt défavorisées. Et donc les gaspillages et le productivisme, à mon avis, tiennent à la compétition. Qui à mon avis, il y a une part de compétition, d'émulation qui me paraît tout à fait utile, évidemment, hein, mais instituer la compétition comme rouage central et unique, hein, la concurrence libre et non faussée, etc. Les libéraux, qui sont des esclavagistes, hein, ont compris que leur meilleur fouet pour nous faire travailler, c'est la concurrence, la guerre de tous contre tous. Alors, cette société industrielle si incroyablement développée ne s'est installée que depuis finalement le début du XXe siècle, c'est-à-dire à peine plus d'une centaine d'années. Voyez-vous une corrélation entre ce développement industriel et les dérives ou les atteintes à la démocratie que vous dénoncez? Il n'y a pas d'atteinte à la démocratie. On est dans une plutocratie, c'est le régime des riches par les riches pour les riches depuis 200 ans, depuis les révolutions, depuis le XVIIIe siècle. Est-ce que vous voyez une corrélation entre cela et le développement de la société industrielle? Peut-être n'en voyez-vous pas. Ben oui, bien sûr. La société industrielle et
la mise au travail du corps social par ceux qui ont de l'argent. Ceux qui ont de l'argent nous condamnent aux travaux forcés, malgré tous les gains de productivité qu'ils obtiennent de nous avec le fouet de la peur du chômage, de la peur de manquer, de la peur de mourir faute d'argent. Et donc ils obtiennent de nous des gains de productivité extraordinaires, et malgré ces gains de productivité, même si vous avez multiplié la productivité par 100, vous ne diminuez pas du tout la quantité de travail par 100, nous continuons à travailler. Alors on travaille un peu moins pour rendre le truc acceptable, mais et en plus le système industriel, il est confortable pour les consommateurs qui bénéficient d'un pouvoir d'achat, il est extrêmement inconfortable pour ceux dans les pays industriels qui n'ont pas de pouvoir d'achat, et puis pour tous les pays producteurs de matières premières, ravalés au rang de producteurs de matières premières, que nous pillons et massacrons pour leur voler les ressources qui nous manquent. Pour cela, c'est légèrement inconfortable aussi. Donc, alors en même temps, c'est vrai qu'il y a une partie évidemment défendable dans le système industriel qui est l'astuce admirable des rendements croissants. Nous sommes capables, alors il faut lire le bouquin de Reinert, Eric Reinert, formidable bouquin ça. Oui. Comment les riches sont devenus riches et pourquoi les pays pauvres restent pauvres. Et Eric Reinert, traduit par Claude Rochet, que vous devriez rencontrer. Vous devriez rencontrer Claude Rochet, il vous dira, c'est un puits de science, c'est passionnant ce qu'il aura à vous raconter sur ce sujet. Eric Reinert a quelque chose comme 40 000 bouquins chez lui, je crois, quelque chose comme ça, sur l'économie. Et donc ce qui est formidable, c'est qu'il les articule surtout, et c'est qu'il maintient, il entretient la mémoire des luttes, il entretient la mémoire de ce qui compte, de ce que les humains ont compris depuis 500 ans et que nous avons oublié depuis 50 ans. 50 ans, c'est rien, quoi. 50 ans ou 60 ans. Nous sommes en train d'oublier des leçons d'économie magistrale qu'avaient comprises nos parents et que nos enfants ignorent totalement. Et notamment, alors j'y pense à cause de la loi des rendements décroissants. Les rendements décroissants, il faut un exemple pour comprendre, mais la Terre, par exemple, est affligée de rendements décroissants. C'est-à-dire que quand vous mettez un tracteur, vous augmentez les rendements, vous mettez deux tracteurs, 3 tracteurs, et puis quand vous mettez 10, 20 tracteurs, les rendements ne croissent plus. Et donc sur l'agriculture, on n'arrive pas à créer la richesse des nations. Les nations ne peuvent pas, ont besoin d'agriculture, mais ne s'enrichissent pas comme ça. Par contre, quand on commence à s'industrialiser, alors là, on obtient des rendements croissants. Et là, les pays s'enrichissent. Et donc, normalement, on devrait pouvoir travailler moins. D'ailleurs, au passage, si politiquement nous étions développés et émancipés, nous pourrions, en même temps, c'était le rêve de nos parents, quand ils construisaient les machines, c'était pour travailler moins, ou travailler moins durement. Et c'est vrai que d'une certaine façon, on travaille moins durement déjà. Mais on devrait en profiter plus. Finalement, la société moderne, elle sera au chômage. J'exagère quand je dis ça, mais le chômage est un problème parce qu'il n'est pas généralisé. J'ai perdu le fil de votre question, parce que vous allez en relancer une autre, mais Justement, la question qui vient après relance. Quel est, à votre avis, le moteur ou la raison principale de cette explosion asymptotique de l'activité industrielle depuis le début du XXe siècle? Il y a plusieurs ressorts. Il y a la cupidité, donc la guerre de tous contre tous, qui fait ce dilemme du prisonnier, qui fait que chacun ne peut survivre que si il entretient une espèce de course aux armements économiques. Il faut toujours investir plus, toujours gagner plus de parts de marché, toujours. Mais ça, c'est une incitation à la. Est-ce qu'il y a des raisons physiques aussi? À la production, mais les raisons physiques.
vous pensez à quoi Les ressources naturelles. Oui, vous voulez la découverte de ressources naturelles, la découverte des énergies en fait, hein, c'est les énergies... La découverte des énergies fossiles a rendu tout ça possible, quoi, hein, parce que... Ah bah oui, non, mais s'il n'y avait pas le charbon et le pétrole, on serait toujours tous au champ. Il n'y aurait pas d'ordinateur, il y aurait... Donc c'est le facteur majeur de l'explosion industrielle. Ah mais oui. D'accord. Bah oui, oui, oui. Le moteur de tous les développements, là, le moteur principal, mais le moteur unique pratiquement, c'est les énergies fossiles. Hein. Si nous n'avions pas, il faut écouter Jean-Marc Jancovici, sur les dizaines et même les centaines d'équivalents esclaves, il compte en équivalents esclaves, que nous donne l'énergie quasiment gratuite que nous avons aujourd'hui. On se plaint du prix du pétrole, mais c'est incroyable comme c'est pas cher. Quand on voit le nombre d'humains qu'il faudrait faire pédaler pour obtenir l'électricité, pour obtenir le fonctionnement de la machine à laver, pour obtenir le déplacement de la voiture. Les tracteurs dans le champ. Les tracteurs dans les champs, les tractopelles. Le nombre de gens qu'il faudrait mettre à pédaler, à marner, à ramer avec leur force manuelle s'il n'y avait pas les énergies fossiles. Non mais ce que dit Jancovici est frappant, frappant. Sans le pétrole et le charbon, nous serions littéralement tous au champ en train de cultiver. On ne serait pas sortis de nos champs. Nous sommes sortis des campagnes parce que les machines nous ont rendu possible, nous ont libérés. Les machines et l'énergie qui les fait tourner nous ont donné, et je trouve que l'image est frappante parce que c'est stimulant pour la pensée, nous donne des équivalents esclaves. Et donc ce sont ces équivalents esclaves qu'il y a dans les litres de pétrole qui sont incroyablement bon marché, que nous pourrions payer plus cher sans y perdre tant que ça. Avez-vous entendu parler des mouvements dits décroissants? Et si oui, quel jugement portez-vous sur ces mouvements? Je dis dits décroissants, pour laisser ouvrir. Oui, non, mais c'est très séduisant et très intéressant. Et là encore... Est-ce que vous distinguez plusieurs tendances chez ces mouvements ou pas? Oh, je ne pourrais pas être un exégète. Je ne les connais pas assez bien dans leurs détails pour en faire... en dresser la carte, mais le principe qui rend leur réflexion légitime et pertinente, c'est cette règle simple qu'une croissance infinie et une croissance indéfinie est impossible dans un monde fini. Et ça, c'est frappé au coin du bon sens. Ça légitime complètement la réflexion approfondie sur la durabilité, l'avenir de notre production, notre façon de produire actuelle. Certains décroissants prônent la simplicité volontaire. Pardon. Attendez. Pardon. Probablement faudra-t-il décroître. Mais avant de décroître, il me semble plus... Est-ce qu'il faudra décroître ou on sera obligé de décroître? On sera obligé de décroître. Sauf si les riches nous collent une guerre qui détruit tout, y compris les humains, consommateurs, producteurs, et en détruisant tout, on règle le problème différemment. Et il me semble plus urgent de répartir différemment les richesses que de les produire différemment. Alors, en même temps, il me paraît évident, non pas si vaste, parce que ça revient à ma question qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. Donc, mais on pourrait très bien cesser de croître et vivre magnifiquement bien. C'est-à-dire que dans l'état actuel de la production, nous pourrions nourrir tout le monde, loger tout le monde, soigner tout le monde. Et si nous n'arrivons pas à le faire, c'est parce que nous sommes la proie
d'extraordinaires parasites, des vampires. Ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce dont nous parlions tout à l'heure. Et donc le problème, il est politique. Si vous voulez, les décroissants, et deuxième point, les décroissants, dont je partage presque toutes les analyses, hein, je suis d'accord avec les observations, les diagnostics, les perspectives, je suis d'accord. Simplement sur le plan politique, quand on se concentre sur la décroissance, on est sur une conséquence. Et donc quand on conteste la croissance, sans s'en prendre comme moi à la Constitution, on est voué à discutailler. On va bavardouiller, on va discutailler sans rien changer parce que nous sommes impuissants politiquement. Donc, vous voyez, les idées sont acconnectées. Elles sont connexes. Nous devrions écrire nous-mêmes la Constitution pour reprendre le contrôle de nos acteurs politiques. Oui, nous devrions décroître ou au moins cesser de croître, mais les deux sont indissociables. C'est-à-dire que vous n'obtiendrez pas la limitation de la croissance, voire la décroissance, ou le débat public qui dit comment est-ce qu'on va faire pour décroître, comment on va répartir différemment les richesses, les biens et les services, comment on va les répartir différemment pour qu'on soit plus capable, pour qu'on soit plus conduit à en produire toujours plus. Cette série d'actions ne sera possible que si on reprend le contrôle du politique. Donc si vous voulez, quand on discute que sur la croissance, on est sur les conséquences, et à mon avis, c'est comme sur le nucléaire, comme sur le droit du travail, comme sur le racisme, comme sur tous ces sujets de lutte sociale sont voués à l'échec dans un contexte où nous sommes impuissants politiquement. Donc ça me paraît à connecter à notre réappropriation constituante pour que ça ait une chance de déboucher sur du réel. Alors justement, et de façon plus précise, et au niveau de ce raccord politique, certains décroissants prônent la simplicité volontaire, adoptent individuellement le mode de vie frugal, refusant d'acheter certains biens de consommation, cultivant leur jardin pour s'alimenter, refusant de se déplacer en automobile, etc. etc. Pensez-vous que ces démarches puissent être compatibles avec les idées que vous prônez, politiques? Compatible, évidemment, mais compatible et très séduisante, la simplicité volontaire, la frugalité heureuse, tout ça est très séduisant et attachant et épatant. Mais c'est pas ce dont on a besoin pour régler nos problèmes. Enfin, ça suffira pas du tout, quoi. Je veux dire, regardez, vous parlez de planter, de devenir autonome en plantant nous-mêmes ce dont on a besoin pour se nourrir. Alors déjà, il faut avoir le terrain, il faut avoir la terre. Hein. Or, je vous rappelle que le capitalisme, qui est l'accumulation du capital, c'est aussi l'accumulation des terres, et qu'en fait, les grands propriétaires terriens empêchent la multitude d'être propriétaires d'une parcelle, c'est-à-dire que la plupart des humains ne sont pas propriétaires d'une parcelle et donc ne peuvent pas se nourrir parce qu'ils n'ont juste pas la terre. Mais c'est pas tout. Pour exploiter la terre, il va vous falloir des semences. Et bien, vous pouvez faire confiance aux maîtres chanteurs que sont les puissants du moment, que sont les capitalistes, les semenciers en l'occurrence. Vous pouvez leur faire confiance pour mettre en place, en se servant de l'État, c'est-à-dire de l'appareil coercitif dont ils ont pris le contrôle. Et c'est ça qui rend le capitalisme possible, c'est qu'ils aient pris le contrôle de l'appareil coercitif, de l'État. Alors, un anarchiste comme Greber, il déteste l'État pour ça. Et il voudrait qu'il n'y ait pas d'État. L'État est le meilleur garant du capitalisme. C'est le verrou qui nous impose même le capitalisme, parce que les riches en ont pris le contrôle. Mais la solution, c'est pas de détruire l'État. Enfin, il me semble, j'aimerais bien avoir une discussion avec Greber, mais il me semble qu'un État dont les citoyens auraient pris le contrôle, mais un contrôle vraiment démocratique, grâce au tirage au sort et surtout à l'écriture de notre Constitution, l'écriture de notre Constitution rendrait l'État utile et non nuisible. En tout cas, vous pouvez faire confiance, je reprends ma phrase qui n'est pas terminée, vous pouvez faire confiance aux semenciers, aux capitalistes, aux maîtres chanteurs, pour se servir de l'État, pour interdire carrément l'utilisation de semences. C'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font, exactement. Mais c'est pour ça que je vous en parle. Donc, si vous voulez,
c'est bien gentil de dire on va s'organiser, on va aller dans les alpages et puis on va vivre loin du monde une vie simple et à la Cro-Magnon, quoi, hein, heureux, loin de toute cette agitation. Ils vont vous rejoindre. Je veux dire, vous pouvez pas dire, enfin c'est un peu après moi le déluge, c'est-à-dire vous pouvez pas régler notre problème social en invitant les gens à régler ça de façon individuelle. Alors, il faut qu'on change en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a un problème individuel. Il faut que nous changions. Je suis d'accord avec ça. Et je ne suis évidemment pas en désaccord avec l'idée qu'il faudrait que nous soyons plus frugaux, nous vivions de façon plus simple, moins luxueuse. D'accord. Mais la modification, la principale modification intime qui me semble souhaitable, parce qu'elle est prioritaire, et c'est elle qui va tout changer, c'est qu'il faudrait que nous devenions constituants. Voilà une autre modification individuelle, vous voyez une autre mutation individuelle, c'est-à-dire qu'un électeur qui arrête de renoncer à instituer la politique, un électeur qui se met à vouloir penser l'institution du politique, un électeur qui se met à vouloir instituer lui-même les pouvoirs, la façon dont on écrit les lois, la façon dont on abroge les lois, la façon dont on contrôle les acteurs politiques qui écrivent les lois, la façon dont on reprend la main contre ces acteurs, tout ça, l'humain qui est en train intimement de se convaincre qu'il est capable de le faire et de le vouloir, à mon avis, enfin, c'est pas contradictoire avec ce que vous disiez, c'est pas contradictoire avec la frugalité, la simplicité, le changement écologique, intime, c'est pas incompatible, mais ça me paraît premier, alors que le changement écologique, il est second, parce que les maîtres chanteurs vont vous empêcher d'être écologique. Ils vont vous obliger Ce sont des enrôleurs, ce sont des professionnels de l'enrôlement. D'accord. Alors, d'autres décroissants prennent en compte la fin prochaine des ressources fossiles et considèrent qu'il faut commencer à s'adapter localement au choc prochain d'une décroissance industrielle inéluctable. C'est ce qu'on appelle le concept de résilience et des groupements comme les villes en transition, qui se déclinent en différentes actions, comme par exemple la relocalisation de certaines activités, l'agriculture urbaine, la petite polyculture élevage individualisé, mutualisé. Avez-vous entendu parler de ces mouvements de résilience et comment les jugez-vous? C'est presque la même question. Bien sûr. Ce ne sont pas des frugaux volontaires. Ils regardent la décroissance de façon différente. Ils disent qu'elle est inéluctable. Et entre les deux, pour moi, il y a une nuance seulement. Parce que, là encore, c'est extrêmement séduisant. Sur le plan de la qualité de vie humaine, c'est épatant. Mais c'est second. Second, ça ne veut pas dire sans importance. Je viens de dire que je trouve ça attrayant, sympathique, sexy, comme je dis, attrayant. Mais second. C'est-à-dire impossible tant qu'on sera, enfin impossible à grande échelle, et impossible durablement, tant que vous laissez le pouvoir politique à des maîtres chanteurs qui veulent tout le contraire. Vous leur échapperez pas longtemps. Si vous voulez, dans les outils des maîtres chanteurs, les outils principaux des maîtres chanteurs, il y a, comme je vous disais, bon, la monnaie, le contrôle de la monnaie, puis le contrôle du politique par les élections, le faux suffrage universel et les anti-constitutions qu'ils écrivent eux-mêmes. Mais il y a, on en a parlé un peu, la télé et la publicité. La publicité, enfin, ce qu'on devrait peut-être appeler la réclame, ce serait plus péjoratif, ce serait plus facilement péjoratif. La réclame, c'est un outil de fabrication de désirs et donc de souffrance, donc de malheur programmé qui pousse les gens ensuite à travailler pour avoir l'argent nécessaire pour consommer ces biens dont ils n'avaient absolument pas besoin avant qu'on leur en parle, avant qu'on les... Et en faisant le bilan coût-avantage de la publicité, de la réclame, je pense qu'un corps social prenant le temps d'en parler et de bien peser les avantages et les inconvénients, je pense qu'un corps social renoncerait peut-être pas à la télévision, mais à la publicité, en disant, bon, chez nous,
la réclame, c'est interdit. Voilà. On va arrêter de courir après des chimères que nous fabriquent des cupides industriels qui sont d'ailleurs cupides. Ils ne sont pas cupides en... Je ne suis pas raciste, hein, ce n'est pas leur nature d'être cupides. C'est l'organisation de l'économie et de la monnaie, du type de monnaie, qui les rend cupides. L'organisation de l'économie rend les acteurs cupides. Et donc les industriels, quand je dis que les industriels cupides, je ne suis pas raciste. Si ces gens-là vivaient dans un monde avec une monnaie différente, avec une législation différente, avec il y aurait plus de personnes, s'il n'y avait plus de personnes morales, entre guillemets, c'est-à-dire des entreprises à responsabilité limitée, mais c'est une folie la responsabilité limitée. Alors je sais bien que ça rend possible l'augmentation des entreprises, mais c'est extravagant, c'est d'une injustice crasse de prévoir une responsabilité, et puis c'est ultra dangereux de prévoir une responsabilité limitée. La responsabilité devrait évidemment être illimitée, et puis on jugerait pour pas faire de bêtises, on n'irait pas trop loin, mais il n'y a aucune raison, si ce n'est la loi du plus fort des riches qui ont mis ça en place, mais l'histoire de l'institution de la responsabilité limitée, c'est quand même étonnant, et de la personnalité morale, c'est venu pratiquement ensemble. Ce sont des avocats d'affaires qui ont obtenu au Parlement, et ça c'est vraiment des étapes importantes du capitalisme. Quand les avocats d'affaires... C'est l'aspect juridique. Oui, mais c'est super important, parce que... mais oui, mais non, mais l'aspect juridique du capitalisme, il est complètement central. Le capitalisme, c'est du droit. C'est un droit injuste, c'est le droit injuste des propriétaires. Et quand les propriétaires mettent en place la possibilité de créer des personnes morales à responsabilité limitée, mais vous avez un outil d'oppression majeur et un outil d'irresponsabilité. Donc c'est vraiment l'hubris, la démesure que nous vivons aujourd'hui. Là, elle a été rendue possible à ce moment-là avec un facteur 10, quoi, un facteur 100. Je veux dire, c'est la personnalité morale et la responsabilité limitée qui sont des victoires parlementaires d'avocats d'affaires, donc des riches au service des riches du moment, contestable, négociable et non éternel. Je veux dire, une fois qu'on en aura pris conscience, si nous écrivons nous-mêmes la Constitution, on interdira les personnes morales, il n'y aura plus de personnes morales, il n'y aura plus que des personnes physiques pour prendre comme acteurs juridiques, et il n'y aura plus de responsabilités limitées. Les responsabilités seront illimitées, et ça poussera les gens à faire attention, à ne pas faire n'importe quoi. Ouais. Évidemment. Et donc, on est parti de la question, mais là, on va changer un petit peu de sujet, mais on y revient forcément. Je parle trop, pardon. Non, pas du tout. J'augmente substantiellement le risque de dire des bêtises. Il est possible que je vous dise des bêtises, hein, je peux me tromper. J'ai pas relevé jusqu'à présent. Hein. Donc on change un petit peu de sujet. Partagez-vous les analyses du GIEC sur le dérèglement, le réchauffement climatique? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, c'est pas mon domaine, hein, donc je vais aller rapidement. Non, c'est le domaine de tout le monde, hein, puisque tout le monde est censé maintenant adopter la religion du GIEC. Donc, c'est le domaine commun. C'est passé dans le domaine commun. Il y a deux choses qui me paraissent ressortir du maelstrom sur cette question. Le fait que le GIEC a été créé par Thatcher et Reagan comme un outil politique me paraît décisif pour allumer les gyrophares, les warnings dans tout ce qui concerne ce qui va sortir de ce truc-là. Donc l'origine politique de cet outil à vocation, à prétention scientifique, me paraît éminemment contestable. En tout cas, suspecte. Ceci dit, je ne préjuge pas, je dis juste, je suis méfiant. Voilà. Je développe pas sur les mails qui ont été rendus publics, qui étaient échangés dans les organes dirigeants, entre les directeurs du GIEC, pour des mails où manifestement ces gens-là usaient de leur influence pour interdire la publication des pensées dissidentes, c'est-à-dire des pensées contraires à la loi du thèse consensus. Oui, mais alors, justement, deuxième observation, avec le GIEC, on dirait que nous sommes conduits à une science
où la vérité, ou une science officielle, où la vérité est votée. Et la majorité l'emporte. S'il y a consensus, on a affaire à quelque chose qui devient une vérité qui devient incritiquable. C'est juste le contraire de la science. La science, c'est falsifiable. Il faut que ce soit falsifiable. Il faut que tout le monde, tous ceux qui le veulent, tous, y compris les charlatans, tous, on ne peut pas savoir à l'avance qui est charlatan. Donc il faut que tous puissent contester les thèses. A été taxé de charlatanisme. Absolument. Donc l'idée même, enfin l'idée que je me fais de la science, mais qui est une idée de profane, hein, c'est que ne sachant pas, et vraiment c'est une idée qu'on retrouve au cœur de la démocratie, les Athéniens disaient la même chose, ne sachant pas à l'avance qui va dire une couillonnade, qui va dire quelque chose d'important pour la cité, on met en place l'iségoria, c'est-à-dire le droit de parole pour tous à tout propos à tout moment, et les citoyens jugeront de ce qui est dit pour se faire une opinion éclairée par la mise en scène des conflits, la mise en scène des opinions contraires. Et en matière de science, c'est, si j'ai bien compris, c'est l'organisation à laquelle tiennent le plus les scientifiques, c'est-à-dire la mise en contradiction permanente et libre des contradictions. Avec le GIEC, on trouve une espèce de rouleau compresseur médiatique qui diabolise ceux qui s'opposent aux thèses du GIEC. Ou même les mettent en doute, sont agnostiques. Le simple fait de mettre en doute les thèses du GIEC fait passer comme négationniste ou révisionniste au diable. Au diable. Enfin, ça paraît absolument suspect, quoi. Suspect. Juste la situation dans laquelle quelqu'un qui critique est traité de négationniste, quel que soit le sujet, quel que soit le sujet, quel que soit le sujet. Le mot négationniste et le mot révisionniste, c'est-à-dire les incitations à croire, les injonctions à ne plus douter d'une vérité officielle, ça c'est Big Brother. Moi je suis en résistance contre le mot négationnisme, révisionnisme, et toutes ces injonctions de pensée, ces interdictions de critiquer, cette espèce de carcan intellectuel. Je lis plein d'historiens, des immenses historiens, hein, des historiens orthodoxes, mainstream, hein, qui tempêtent contre l'espèce de montée en pression du négationnisme, du révisionnisme, qui en fait interdit aux historiens de travailler. Parce qu'en histoire aussi, on a le problème. Étienne Chouard, pour vous, qu'est-ce que l'écologie? C'est une partie du savoir, une partie du savoir qui concerne notre environnement, l'environnement de la vie, qui se préoccupe de la durabilité de l'existence. C'est pas mon rayon, donc moi je vous donne là une définition intuitive, improvisée. C'est pas mon rayon. D'accord. Simplement, il y a des tas d'écologistes qui me font venir pour parler de démocratie, qui me branchent sur les problèmes écologiques, donc le nucléaire, des problèmes auxquels je suis sensible évidemment comme n'importe quel humain, comme n'importe quel être vivant. Et je rappelle à chaque fois que aucune des grandes résistances écologiques ou écologistes, aucune des grandes résistances n'a la moindre chance de réussir, de parvenir à ses fins, d'améliorer la situation, de revenir en arrière sur les catastrophes dénoncées, sans reprendre le contrôle du politique. Tant que les multinationales qui n'ont comme mobile que le profit, qui n'ont aucun mobile écologique, qui n'ont un mobile écologique que indirectement si ça leur permet du profit. Tant que les multinationales contrôlent les télés, les journaux et les acteurs politiques, donc produisent le droit, vous
vous allez bavardouiller, vous allez discutailler. J'invente les mots quand j'en ai besoin. Vous allez gesticuler sans effet. Donc l'écologie, la lutte de certains humains qui voient dans les problèmes environnementaux, les problèmes les plus urgents parce que c'est des problèmes de survie, à mon avis, ne peuvent pas faire l'économie de ma réflexion, enfin de la réflexion qui n'est pas la mienne, mais de ce sur quoi je travaille principalement, qui est la réappropriation du politique, la réappropriation du processus constituant. Qui écrit ce texte supérieur dans lequel nous disons comment nous voulons désigner nos acteurs, comment nous voulons contrôler nos acteurs, comment nous voulons garder la main par rapport à nos acteurs politiques? Qui écrit ces règles-là? Il ne faut pas que ce soit les acteurs politiques eux-mêmes. Voilà. Les écologistes, s'ils ne prennent pas à bras-le-corps cette idée-là, ils vont discutailler, comme ils le font depuis 50 ans. C'est eux-mêmes qui me le disent. Depuis 50 ans, on se bat contre le nucléaire, mais on ne change rien. Rien, tous ces efforts, pour rien, ça progresse. Le nucléaire progresse. Et il progresse parce que nous sommes impuissants politiquement. Parce qu'ils n'ont pas pris le problème à la racine. Ils dénoncent, ils observent la conséquence parfaitement, ils proposent des alternatives tout à fait opportunément et de façon astucieuse et intelligente, mais tout ça dans un contexte d'impuissance politique dont ils ne s'occupent pas. Bon, donc ils discutent, c'est utile ce qu'ils font, mais ça servira à rien, ça ne débouchera sur du réel que si on écrit nous-mêmes la Constitution. Quel est votre avis sur l'épuisement des ressources fossiles et minérales? La diminution de la disponibilité de ces deux types de ressources est-elle, selon vous, prochaine ou lointaine? À l'échelle d'une vie, c'est lointaine, parce que je ne sais pas si on verra, si nous les vieux, on verra de notre vivant les troubles majeurs que prédit Jancovici, et je trouve avec raison, il y a un risque de tuerie autour du manque d'énergie. Parce que le manque d'énergie, ça va être le manque d'alimentation, ça va être le manque de tas de trucs auxquels on tient absolument. Mais sur l'échéance... Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas mon rayon, mais si vous voulez, politiquement, comme moi je m'intéresse à notre société, et pas seulement la nôtre aujourd'hui, mais celle de nos enfants, nos petits-enfants, moi ce qui m'intéresse, c'est un bonheur durable. C'est une paix, une justice durable. Et donc, le fait que l'épuisement des ressources arrive dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 100 ans, 200 ans, n'est pas essentiel pour moi. Par contre, il y a quelque chose qui me paraît assez évident, c'est que, en termes d'énergie, nous n'avons pour l'instant exploité que des réserves d'énergie accumulées pendant des millions d'années. Donc, nous avons en quelques générations brûlé. C'est incroyable, tous les stocks d'énergie accumulés qui étaient le charbon et le pétrole, nous avons vraiment en quelques générations, on aura tout brûlé, les enfants n'auront rien. Mais, en même temps, on aura développé des techniques qui permettent très certainement d'exploiter d'autres formes d'énergie que les énergies accumulées, qui est notamment le soleil. On est inondé d'énergie dont nous ne faisons rien. Alors justement. Et à mon avis, les alternatives, il y en a plein. Et ces alternatives ne verront pas le jour. Encore une fois, c'est encore des conséquences, causes-conséquences. Je veux dire, moi je suis radical. Quand je vois que les multinationales de l'exploitation des énergies fossiles sont les maîtres des acteurs politiques, je ne m'étonne pas que ne puissent pas déboucher les recherches sur les énergies alternatives, des vraies recherches sur les vraies énergies alternatives qui soient de l'ordre de grandeur. Jancovici a raison de dire que l'éolien, le photovoltaïque, tout ça, c'est pas l'ordre de grandeur de ce dont on a besoin pour remplacer les énergies fossiles. Mais par contre, c'est pas le torrent, c'est le tsunami d'énergie dont nous déverse le soleil, dont nous abreuve le soleil tous les jours. À mon avis, les humains seront capables de l'exploiter assez facilement avec le niveau technique, et pour l'instant, on a un problème politique. C'est-à-dire que on n'arrive pas à mettre en œuvre les politiques de recherche sur ces énergies de remplacement pour les mêmes raisons que celles qu'on décrit depuis tout à l'heure, depuis le début. Nous n'avons pas de représentants politiques. Nous n'avons pas de constitution, donc nous n'avons pas de représentants politiques, alors que les multinationales, les banques et les multinationales, ont leurs représentants, leur constitution.
Et eux n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des alternatives Oui. énergétiques. Donc, Alors, c'est pour ça que justement, le pétrole, qui constitue actuellement le carburant de la quasi-totalité des transports mondiaux, c'est-à-dire le réseau veineux de la civilisation industrielle, transport par air, terre, mer, transport professionnel ou particulier. Pensez-vous que la diminution de la production de pétrole va entraîner une diminution correspondante de ces transports, ou au contraire que ces transports vont pouvoir se maintenir ou même continuer à croître grâce à la découverte d'un autre carburant? Et si oui, lequel? Oui, on trouvera d'autres carburants. D'accord. Je pense qu'on trouvera d'autres carburants. C'était la question. Je pense, enfin je me trompe peut-être, là c'est vraiment pas mon rayon, mais le lien avec mon... C'est le rayon de tout le monde, hein. On utilise l'essence tous les jours. Oui, donc, mais si vous voulez, le lien avec ce que je fais, c'est vraiment la même réponse. C'est la décision d'investissement. Elle est politique, d'investissement dans la recherche sur des alternatives. Elle est politique et elle pose des problèmes de financement, des problèmes économiques. Sur les deux sujets, nous sommes la proie des banquiers. Nous n'avons pas le financement, nous avons perdu la capacité de financer nous-mêmes. Les puissances publiques ne peuvent plus produire l'argent nécessaire pour financer les recherches, par exemple, sur ces secteurs. Et les acteurs politiques qui seraient capables de prendre ces décisions de recherche à grande échelle sur ces alternatives, ces acteurs sont au service... Est-ce que vous pensez que le lobby pétrolier freine mais oui, les ou la recherche sur des carburants mais oui. alternatifs? Enfin, évidemment. Enfin, ça me paraît évident. D'accord. Et c'est logique. Enfin, c'est logique. Tout pouvoir va jusqu'à s'y trouver une limite. Toutes les forces vont jusqu'au bout de leur force. Leur intérêt, leur cupidité, leur intérêt les conduisent à prendre le contrôle des acteurs politiques pour que soient menées les politiques qui leur sont favorables, et c'est ce qui se passe. Bon, ben, on va me dire que je suis complotiste, ben voilà, ils ont qu'à dire que je suis complotiste, je m'en fous. C'est juste logique et c'est juste la vérité. On a le droit de l'être. Et moi, je m'estime avoir le droit de l'être. J'estime que j'ai le droit de l'être. J'ai une question sur l'agriculture, un petit peu longue, bon, je vous la pose quand même. L'agriculture actuelle est très fortement dépendante du pétrole pour le carburant des tracteurs et des divers engins de récolte, pour les engrais, les pesticides, les fongicides, les herbicides et autres produits phytosanitaires. Le pétrole est également indispensable pour le transport des récoltes vers les industries agroalimentaires et des produits transformés vers les centres de distribution. Plus tous les produits plastiques. Voilà. Par ailleurs, l'intensification de l'agriculture depuis 60 ans a provoqué une dégradation des sols en humus, ce qui nécessite d'employer toujours plus d'engrais pour maintenir les rendements à leur même niveau. Alors, d'abord, êtes-vous d'accord avec cette présentation des choses? Et deuxièmement, si vous êtes d'accord ou pas, compte tenu de ces éléments, comment voyez-vous l'avenir de la production alimentaire mondiale confrontée au double problème de la diminution de la disponibilité en pétrole d'une part, et de l'appauvrissement des sols d'autre part? Ce sera toujours, je vais vous lasser, excusez-moi, mais je vais toujours avoir la même réponse. Hein. Je suis d'accord avec votre exposé. J'ai vu pas mal de vidéos et lu de textes là-dessus. Ça paraît plausible. C'est pas mon domaine d'expertise, mais ça paraît plausible. Et là encore... L'alimentation est le besoin numéro 1 de l'être humain. Absolument. Mais là encore... Notre problème n'est pas technique, notre problème est politique. On a toutes les solutions techniques. On se débrouillera très bien sans pétrole. Enfin, je suis sûr qu'on se débrouillera sans pétrole. On se débrouillera sans pétrole. Pour l'agriculture. Pour l'agriculture, quand je vois ce qu'on a découvert avec les rameaux, toute l'énergie, toute l'alimentation des végétaux qui vient des rameaux, et qu'on sait collecter les rameaux, broyer les rameaux, les mettre en couches suffisamment épaisses pour que se développent les champignons et toute la flore qui permet de reconstituer le sol à une vitesse incroyable avec les nutriments. Ce que font les époux bourguignons là est remarquable, je trouve. Ils expliquent ça drôlement bien. Au lieu
pour l'instant, nous désincitons les agriculteurs à revenir à des traitements raisonnables de la terre. Du pétrole. Et à s'affranchir du pétrole. Nous les désincitons et au contraire, nous les incitons à la production industrielle et déraisonnable et intensive. Mais ça, c'est politique. Et donc, je suis sûr que des assemblées citoyennes tirées au sort, convenablement formées, informées, ayant pris le temps de débattre longuement sur chacun de ces sujets, prendraient de meilleures décisions, plus conformes à l'intérêt général, que les parlementaires européens qui n'ont rigoureusement aucun pouvoir sur ce qui compte et qui ont été remplacés par l'armée de lobbyistes à Bruxelles qui sont juste au service des multinationales, de la chimie et du pétrole dont vous parliez tout à l'heure. Je veux dire, les décisions politiques sont prises par les ennemis de la Terre. Donc le problème n'est pas technique. Le problème n'est pas technique. Nous n'avons pas de problème au pluriel technique. Nous avons déjà plein de solutions. On a toutes les solutions. Nous avons un problème politique. Les humains ont démissionné du processus constituant. Là, je suis revenu d'un coup à la racine. Notre problème politique, c'est pas que nos acteurs politiques nous trahissent. Ça encore, c'est qu'une conséquence. Comment se fait-il que les acteurs politiques puissent nous trahir? C'est parce qu'il n'y a aucune loi pour les contraindre. Nous n'avons aucun moyen de les contraindre. Pourquoi n'avons-nous aucun moyen de les contraindre? Parce que nous n'avons pas de constitution. Nous avons une anti-constitution qui met ces gens-là à l'abri de nos punitions, à l'abri de nos regards même maintenant. En Union européenne, nous ne pouvons même pas voir ce qu'ils font. Ils le font à huis clos. Et les décideurs reçoivent les lobbies loin de nos regards. Mais c'est parce que nous avons laissé bâtir des anti-constitutions nommées constitutions fallacieusement, et c'est pas leur faute, c'est notre faute. Nous avons démissionné. Et ça se dégrade sans arrêt, ça va finir en camp de travail, c'est pas la faute des autres. Si le pouvoir va jusqu'à ce qu'il y ait une limite, et s'il fait comme s'il n'y avait pas de limite, on dirait que leur hubris, leur démesure est sans fin. Oui, c'est le cas parce que nous ne mettons aucune limite. Notre dépolitisation, c'est notre problème politique. Notre complexe d'infériorité, notre paresse, notre inculture, notre complexe d'infériorité quand nous croyons que nous allons nous tromper, que nous avons peur de mal faire, quand tout ça accumulé fait que nous renonçons à écrire nous-mêmes notre constitution. C'est ça notre problème. Pour continuer dans la relation entre politique et énergie, l'industrie nucléaire en France a été imposée au peuple sans débat préalable ni consultation populaire. Elle est contestée aujourd'hui par une certaine partie de l'opinion publique, notamment après l'accident de Fukushima. Considérez-vous que l'énergie nucléaire, alors sans parler sa validation ou pas, par le suffrage universel, mais enfin sans parler, je souhaiterais que vous en parliez, mais considérez-vous que sur le plan technique, cette industrie doivent être maintenue, et pensez-vous qu'elle puisse même être développée pour compenser la diminution prochaine du fossile? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve cette technologie ultra dangereuse. C'est extraordinaire, mais tellement dangereux. Il y a une folie à considérer que le risque étant minime que l'accident survienne est rendu vraiment très minime par des tas de procédures d'ultra-sécurité. Et le risque, lui, par contre, la gravité de l'accident, elle, est terrible. Terrible. Un accident nucléaire pose un problème de santé publique gigantique. Et le fait de multiplier ce problème énorme par un tout petit risque, le fait que ça conduise à dire finalement ça rend le risque acceptable parce que finalement il n'y a pas tant de risques, alors que si le risque advient, si l'événement advient, alors on est dans la catastrophe, c'est une aberration sur le plan du bien commun. Des gens normaux auraient discuté du sujet avant de prendre la décision. Ils auraient pesé ils auraient dit
ouais, ok, c'est pas, il y a très peu de chances pour que ça arrive, mais si ça arrive, nous sommes tous morts, dans des souffrances épouvantables, on va pas faire ça. On va pas le faire. Il faut que le risque soit à zéro. Or, il n'est pas à zéro. S'il n'est pas à zéro, on ne prend pas cette décision. Êtes-vous favorable Donc, à un référendum en France? mais c'est plus que ça. Oui, c'est plus que ça. C'est plus qu'un référendum. Un référendum, il va être truqué. Il faut que ce soit un référendum d'initiative populaire. Il faut que ce soit nous qui posions la question. Parce que si le référendum, c'est le pouvoir qui le pose, il va poser la question à sa manière comme d'habitude. Il va vous dire, est-ce que vous êtes favorable à l'indépendance énergétique que procure le nucléaire? Alors là, vous avez mélangé deux trucs, et puis finalement, les gens, ils veulent bien l'indépendance. Et vous allez obtenir un oui en faussant la question. Ou en... Non, il faut que ce soit nous qui posions la question. Il faut que ce soit nous qui posions la question et qui puissions la poser à tout moment. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit l'année suivante qu'on a voté une couillonnade l'année d'avant, eh bien, il faut qu'on puisse revoter à nouveau de notre propre initiative. Le nucléaire, ça sert à faire chauffer de l'eau. Hein, il s'agit de faire chauffer de l'eau pour faire marcher des turbines qui produisent de l'électricité. On a 1000 autres moyens, enfin on a 1000 autres, il y a bien d'autres moyens avec le soleil. Avec le soleil, vous faites converger des miroirs, vous les mettez dans le désert, vous faites converger les miroirs vers une centrale pour faire chauffer la cocotte, hein, qui fait chauffer de l'eau, vous produisez de l'électricité, vous la convertissez en continu pour qu'elle soit transportable. L'électricité, vous la transportez dans tous les pays de l'hémisphère nord et sud, à partir d'usines que vous auriez faites sur toute la bande de désert qu'il y a autour de la Terre. On n'a pas de problème technique, on saurait bien faire bouillir de l'eau sans prendre le risque nucléaire. Je veux dire, cette hypothèse-là ou d'autres, le travail de Petit là-dessus, Jean-Pierre Petit, c'est lui qui développe cette idée que je trouve très séduisante de centrale thermique avec le soleil, donc très rudimentaire, avec des miroirs, de nombreux miroirs. C'est le solaire thermique. Voilà, c'est très séduisant, la ressource est permanente. permanente. Solaire photovoltaïque, qui lui polluant, est beaucoup moins bien, oui, et polluant, et puis et pas pérenne. Mais ce solaire-là qui demande juste c'est pas le miroir de Hubble, hein, c'est des miroirs très faciles à produire et pas. Les Américains font ça dans les aires de Morave. Cramer Junction, c'est du solaire thermique. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça tout autour de la Terre? Et puis ensuite, on envoie l'électricité partout sur Terre où il n'y a pas de désert. Ce serait, enfin, voilà une solution, par exemple, une alternative, mais qui n'adviendra pas tant que les politiques sont le jouet des lobbies du pétrole. Je veux dire, ou du nucléaire. Le lobby du nucléaire et du pétrole empêche les prises de décision politiques. Donc c'est encore politique. Je veux dire, c'est pas mon sujet, le nucléaire. Mais il suffit de se pencher un peu sur la question pour voir que le problème, une fois de plus, le problème n'est pas technique. Le problème est politique. Et donc ceux qui se bagarrent sur le nucléaire devraient se préoccuper du processus constituant. Ils devraient se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous écrivions dans la Constitution? Comment est-ce que nous pouvons favoriser, en plus de la résistance au nucléaire, comment est-ce qu'on peut favoriser l'éclosion un peu partout d'ateliers constituants populaires dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque immeuble? Sur le sujet. Sur la Constitution, puisque rien n'adviendra sans que le peuple reprenne l'écriture, reprenne le contrôle de sa Constitution. Compte tenu des enjeux énergétiques et métalliques dont nous venons de parler, pensez-vous qu'un déclin... Métallique, des métaux. Oui. Enjeu énergétique et pénurie de métaux aussi, fer, cuivre, zinc, etc. Donc, enjeu énergie et de métaux. Pensez-vous qu'un déclin industriel soit à envisager pour les prochaines décennies? Je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Moi, je vois plutôt la guerre arriver. Parce qu'à chaque fois que les puissants ont vu monter... C'est une sorte de prophétie aussi. Oui, mais enfin, j'ai plus de précédents qui permettent de voir des ressemblances, quoi, hein. Les périodes qui précèdent les guerres présentent plein de points de ressemblance avec la période actuelle, je trouve. Il y a les trois guerres, au moins les deux guerres industrielles qu'on a vécues, ont été rendues possibles par leur financement par les banques centrales. Les deux grandes guerres mondiales n'auraient pas pu durer aussi longtemps si on ne les avait pas financées.
Dire, autrefois, les guerres cessaient faute d'argent. Au moins, on s'arrêtait de s'entretuer parce qu'on n'avait plus les moyens de s'armer. La prise de contrôle de la production d'argent par des gredins qui sont intéressés à la guerre. Il faut comprendre que ce n'est pas eux qui vont la faire, ce n'est pas eux qui vont mourir à la guerre, mais ils vont gagner de l'argent pendant la guerre, ils vont gagner de l'argent pendant la reconstruction, ils gagnent de l'argent à tout propos. Les guerres sont une source d'enrichissement phénoménale pour les banques. Et donc ils ont un intérêt à la guerre. Et quand les socialismes montent, les vrais socialismes, je ne vous parle pas du PS, hein, évidemment, qui est une partie d'extrême droite, mais quand les socialismes montent, les vrais, les banquiers envoient les jeunes révoltés se faire tuer au front. Ils font d'une pierre 2, 3, 4 coups avec la guerre. Et ayant pris le contrôle des médias qui préparent l'opinion à la guerre, regardez nos médias, c'est incroyable. Ils légitiment toutes les guerres. Regardez les médias, c'est incroyable, ils légitiment les guerres. Et pourquoi les banques achètent les journaux? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la PQR, de la presse quotidienne régionale? Pourquoi Rothschild achète Libération? Pourquoi Lazare achète Le Monde? Pourquoi les Lagardère achètent la presse, les magazines et l'édition, y compris l'édition des manuels scolaires? Pourquoi les marchands de canons et les banques, pour moi c'est la même engeance, pourquoi ces gens-là prennent le contrôle des moyens de fabrique du consentement? C'est pour nous préparer à accepter la guerre. Mais on est fou, quoi, hein, je veux dire, c'est pas raisonnable que Lagardère et Dassault soient des patrons de presse et d'édition. C'est pas raisonnable. Majeur, ultra majoritaire, presque, ils ont presque tout, hein. Je crois que 75% de la presse et de l'édition. De l'édition tenue par Lagardère et Dassault. Donc le risque de guerre est plus important, je crois, que le risque de désindustrialisation. La désindustrialisation, elle est surtout rendue possible par l'Union européenne, hein, mais ce n'est pas la désindustrialisation de tous les pays, c'est la désindustrialisation de l'Union européenne, parce que nous sommes dirigés par l'étranger. La Commission européenne. La désindustrialisation liée à la pénurie des ressources fossiles et des matières premières. C'était ça, le facteur ou pas de désindustrialisation possible. Je pense que en général, ça se réglera comme d'habitude, c'est-à-dire il y a une bande de prédateurs qui vont maintenir leur industrialisation et qui vont piller, affamer, ruiner, voler leurs matières, voler leurs métaux et leurs ressources aux autres, avec leurs armes. Donc on ne peut pas raisonner en moyenne, c'est-à-dire vous ne pouvez pas raisonner sur le monde en moyenne. Regardez les inégalités, vous allez avoir un empire qui va voler ses provinces. Il y a aujourd'hui 7 milliards d'humains sur la planète et on prévoit 10 milliards pour 2050. Partagez-vous ce pronostic et si oui, pensez-vous qu'ils sont inquiétants? Les ressources alimentaires notamment vous paraissent-elles suffisantes pour une population mondiale de cette ampleur? Je suis désolé, j'arrive pas à voir ce problème-là sous forme de problème technique. Je pense qu'on n'a pas de problème technique pour nourrir toute la Terre. Je pense que 7 milliards d'humains qui mettent le meilleur d'eux-mêmes pour fabriquer le bonheur général, c'est génial. On va avoir une diversité et une productivité. Pensez pas qu'on soit trop nombreux sur la planète. D'accord. Mais non. On est trop nombreux si on reste dans le paradigme politique insensé qui est le nôtre. On est trop nombreux pour les ultra-dominants, les ultra-riches, les ultra-privilégiés qui considèrent qu'on est en train de saloper leur planète parce qu'ils la considèrent comme la leur et qui cherchent les moyens de se débarrasser de nous en nous stérilisant, enfin toutes les formes d'eugénisme classiques. Mais regarde, quelles sont les populations qui font moins d'enfants? Ce sont les populations qui se sont développées, enrichies. Vous voulez que les humains fassent moins d'enfants?
ben, enrichissez-les, répartissez mieux les richesses, vous allez voir, ils feront moins d'enfants. Pour l'instant, leurs enfants, je suis en train de lire Germinal depuis l'été, tous les jours, je lis un peu de Germinal, ça ne me calme pas ce truc-là. Mais en fait, Zola écrivait c'est un journaliste, il écrivait la réalité sociale de la fin du 19e, et c'est étonnant comme on retrouve les mêmes rouages aujourd'hui, avec des intensités ou des points de fusion différents, mais vraiment, il y a des clés de lecture dans l'hubris des riches pour nous condamner aux travaux forcés dans les mines. Dans Germinal, il y a vraiment ces... Et pourquoi je vous disais ça? J'ai perdu mon fil. On parlait de démographie, hein, de la surpopulation mondiale ou pas. Et là, je pense que nous serions vraiment capables, politiquement, d'organiser une répartition des richesses qui permettrait à la fois la frugalité dont vous parliez, mais en même temps la satisfaction des besoins vitaux et la dignité de chacun parmi les 7 milliards, et en développant... Ah oui, je sais pourquoi je vous parlais de Germinal, c'est parce que dans Germinal, on voit bien que les enfants étaient une assurance vie pour les parents. C'est-à-dire que les enfants, très tôt, étaient mis au boulot à la mine, et comme ils étaient si mal payés que quand tu n'avais pas d'enfants, tu crevais de faim. Littéralement, tu crevais de faim. Il fallait avoir des enfants pour travailler, pour faire un petit complément de salaire. Mais c'est dérisoire. Mais juste de quoi survivre, quoi. Et quand l'enfant partait parce qu'il allait se marier, c'était une catastrophe pour la famille. Et partout sur Terre, en fait, les enfants servent beaucoup à survivre. Et quand on s'enrichit, quand on devient plus autonome, on a moins besoin d'enfants comme des ressources. Là, il faut comprendre que les enfants sont vécus comme des ressources, pas seulement comme des objets aimés. Je pense que les 7 milliards dont vous parlez, là, qui font trop d'enfants par rapport à leur richesse, la solution est politique. Si nous reprenions le contrôle politique de nos sociétés partout sur Terre, on enrichirait, sans excès, mais on enrichirait tous ces pauvres qui n'auraient plus besoin de faire tant d'enfants pour survivre, et vous auriez la régulation. Quels sont, à votre avis, les grands enjeux des années à venir? Quel système politique idéal concevez-vous pour les accompagner? Vous nous en avez déjà parlé un petit peu, mais comment pensez-vous que ce système puisse s'installer? Alors, sur ce sujet-là, je peux parler 8 heures. Il faut que je fasse court. Oui. C'est la règle. Je répète, je pense que nous n'avons pas de problème technique. Autrement dit, nous avons des problèmes techniques, mais nous avons toutes les solutions techniques. Et si on n'arrive pas à les mettre en place, c'est parce que nous avons un problème politique. Nous n'avons pas de constitution. Nous n'avons pas de représentants. Les représentants politiques sont les représentants de ceux qui les ont fait élire. Et ceux qui les ont fait élire, ce n'est pas nous. Nous les avons élus, mais si vous ne l'aviez pas fait, ça aurait été quelqu'un d'autre. Peu importe ceux qui ont élu les élus, peu importe ceux qui ont élu donc les électeurs. Et on ne compte pas les votes blancs. Oui, on ne les prend pas. Mais même si vous les comptiez. Le vote blanc est un sujet, mais c'est un sujet second. Les acteurs politiques ne doivent rien à leurs électeurs. Ils leur doivent de façon statistique, collective, mais ils ne leur doivent rien individuellement. Par contre, ils doivent, et plus que ça, ils doivent tout à ceux qui les font élire. Qu'est-ce qu'il faut pour être élu? Il faut être vu. Peu importe par qui vous allez être vu. Il faut que vous soyez beaucoup vu et vous allez être élu. La situation actuelle de l'humanité est celle-ci, que l'immense majorité des humains ne sont pas politisés. Et donc, quand ils voient à la télé
tout le temps le même qui se présente aux élections. Tout le temps, Sarko, Hollande, Hollande, Sarko, Sarko, Hollande, salaud. Non. Sarko, Hollande, l'un après l'autre. Pour eux, peu dissemblables. Peu importe qu'ils soient dissemblables ou pas, de toute façon, pour eux, c'est la seule alternative, puisque c'est les seuls qui voient. Ils ne voient pas les Cheminade, les François Asselineau, les Dupont-Aignan, ils ne les voient pas à la télé. Donc, ne les voyant pas à la télé, ça ne leur vient même pas à l'esprit de les élire. Et si vous voulez, la maîtrise de la télévision et des journaux donne la maîtrise de l'élection. Donc, les élus doivent tout à ceux qui les font voir. Et ça, c'est les riches. Donc notre problème, et c'est comme ça partout sur Terre, hein, ça, ils ont compris comment ça marche, donc notre problème, il est politique. Ça, c'est l'analyse. Alors, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, à mon avis, tout ça, la solution ne viendra pas des élus. Les élus sont le problème, ils ne sont pas la solution. La solution ne viendra pas des élus. Les élus vont détester l'idée démocratique. Les élus savent bien que leur démocratie, ça n'en est pas une. Et quand ils nous voient en défendre une réelle, c'est-à-dire une forme d'autogouvernement, ils ne le diront pas parce que ce n'est pas politiquement correct, ce serait un aveu par rapport à l'opinion publique, donc ils vont faire semblant éventuellement de défendre cette idée, mais je vous dis, moi, qu'ils vont la saboter. Les élus vont saboter l'idée démocratique, c'est-à-dire le tirage au sort en politique, le fait que ce soit le peuple qui écrive lui-même la Constitution. Les élus vont haïr cette idée. Les médias qui sont possédés par les riches et qui font partie du système de domination vont détester l'idée. Les industriels et les banquiers vont détester l'idée. L'idée démocratique, l'idée plus que démocratique, l'idée des ateliers constituants populaires, elle va avoir contre elle tous les pouvoirs. Rien que ça. Donc vous allez avoir un torrent de calomnie en réseau concentré contre lequel il va falloir résister avec juste notre jugement, avec notre esprit critique. Il va falloir qu'on reste ferme contre les calomnies en disant effectivement ce qu'il nous faut c'est écrire nous-mêmes la Constitution. Je pense que nous n'avons pas de Constitution, nous n'avons pas de représentants, tout simplement parce que nous avons renoncé à écrire nous-mêmes la Constitution et nous avons donc renoncé à écrire nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous avons renoncé parce qu'on n'a jamais appris et parce qu'on n'en a jamais parlé pour l'instant. Il n'y a pas eu ce déclic de conscience qui a lieu en ce moment. Autrefois, il n'a pas eu lieu. Bon, là, il a lieu, et l'Internet nous donne le moyen de l'éducation populaire qui permet de nous affranchir. On n'a pas besoin des médias, on n'a pas besoin des élus, on n'a pas besoin des riches. Entre nous, avec l'Internet, nous pouvons organiser une éducation populaire, c'est-à-dire une contagion entre nous pour nous passer le mot. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas aux élus d'écrire la Constitution, c'est aux simples humains d'écrire, de penser leur constitution et de la vouloir, de se rendre capables d'écrire et donc de lire, donc de juger, donc de critiquer, donc de protester quand quelque chose ne va pas dans le processus constituant. Et pour que ça advienne pacifiquement, pour que nous arrivions à écrire nous-mêmes la Constitution, parce que, je le répète, on n'a jamais vu un ordre de domination rendre les clés spontanément. C'est Frédéric Lordon qui dit ça comme ça, et je trouve que la formule est parfaite. On n'a jamais vu... Il n'est pas le seul. On n'a jamais vu un ordre de domination rendre les clés spontanément. Et donc ça n'arrivera pas comme ça, ce ne sont pas les élus qui nous donneront le pouvoir. Qui nous rendront le pouvoir. Donc ça, un peu comme un adolescent ne demande pas à ses parents s'il peut s'en aller, s'il peut s'émanciper. Et de la même manière, un électeur, s'il veut devenir citoyen, ne doit pas demander à ses élus de lui trouver la solution. Ça ne sert à rien de faire des pétitions, ça ne sert à rien de demander. Les élus, nos maîtres du moment, ceux qui décident tout à notre place, ne nous donneront jamais notre liberté, notre émancipation. Ça n'arrivera pas, ça. Je sais bien qu'il y a quelques élus vertueux, mais la majorité ne le sont pas. Et donc, c'est vraiment à nous d'être nombreux à le vouloir. Et si on arrive à ça, c'est pour ça que je défends l'idée des ateliers constituants. C'est-à-dire qu'il faut que nous fabriquions, il faut que nous organisions, chacun individuellement, des ateliers, ça peut être à 2 ou 3 personnes, où nous réfléchissons non plus des sujets qui nous sont imposés par les médias, mais de ce sujet central qui est notre Constitution. On s'en occupe et on fait monter notre niveau.
Et à chaque fois qu'on s'en occupe, on essaye de faire venir un voisin, un ami, un parent, un nouveau qui ne connaît pas pour le contaminer, rendre le truc contagieux. Et que lui-même, à son tour, se mette à faire des ateliers constituants en invitant à nouveau des inconnus ou des gens connus mais qui ne sont pas encore, qui n'ont pas compris le truc, de façon à ce que les cellules du corps social que nous sommes, qui sommes pour l'instant éteints, qui sommes pour l'instant on n'est pas des globules blancs, on n'est pas des soldats, on est des cellules fonctionnelles mais pas politisées, de façon à ce que nous nous politisions sur le processus constituant. Et si on a fait ça discrètement, on n'est pas obligé d'en parler, hein, et petitement, à petite échelle, à 2 ou 3, si on fait ça, et à travers les pays, partout sur Terre, c'est comme des graines qui attendent le printemps. Le jour où ça va péter, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, peu importe, ça m'est égal, je n'ai pas besoin de savoir ça. Si nous avons préparé, si l'idée est venue et que nous arrivons à nous passer le mot, c'est à nous d'écrire la Constitution, ce n'est pas aux professionnels de la politique. Il ne faut surtout pas élire l'Assemblée constituante. Idée simple. Si cette idée a bien germé, s'est bien répandue, le jour où ça germera partout. Et si on est des millions, la police ne tirera pas sur des millions de personnes. La police, elle tirera sur une émeute, elle ne tirera pas sur des milliers, des dizaines de milliers, mais pas des millions de personnes. La police, en plus, le processus constituant, il peut se développer dans la police et dans l'armée. Les militaires sont des humains qui ont besoin d'être protégés contre les abus de pouvoir comme nous. Et donc l'appétence au processus constituant, elle va se développer aussi chez les militaires, chez les juges, chez les avocats, chez tous les humains. Il me semble que tous les humains ont ce potentiel de germination. Et la police, l'armée ne tireront pas. Et ça pourra se faire pacifiquement si on a bien préparé le truc. Tian Chouard, merci. Merci à vous.